Tout d'abord, un petit mot de la contextualisation de ce discours, qui est un discours sur les droits humains et la santé, que Simone Veil va prononcer en 1996 à Boston, devant un institut qui, justement, essaye de pouvoir proposer une sorte de réunion des différentes médecines au service de l'homme. Je vais vous demander de pouvoir être très attentif à 4 points dans le discours. Un premier point sur le fait que dans les droits humains, il y a certains droits dont on parle plus que d'autres. Et vous le voyez avec ce symbole pour les objectifs de développement durable. Aujourd'hui encore, on insiste surtout sur des droits politiques, sur des droits civiques, et vous entendrez les jeunes générations parler beaucoup de droits à l'écologie, très peu de droits à la santé. Et ça, en 1996, Simone Veil en parle déjà. Une deuxième chose qu'il est intéressant de souligner dans ce discours, c'est l'importance de l'ONG. À un moment, elle va s'adresser aux membres de l'Institut et on dirait qu'elle parle à l'Institut Raphaël, on dirait qu'elle parle à l'Institut Rafaela ou alors à l'association d'Al-Zor, parce que c'est vrai qu'il y a un travail, elle dit que ces instituts doivent faire en parallèle du travail gouvernemental. Le troisième point, bien sûr, vous allez reconnaître ses combats, elle va parler de la femme. Enfin, elle terminera sur un changement de vision pour la médecine de demain, qui doit être une médecine résolument tournée vers l'humain, vers l'individu, une médecine qu'on pourrait parler d'intégrative et que Alain Toledano présentera un peu plus tard. Voici ces mots. Après avoir connu les plus grandes barbaries, le XXe siècle serait-il devenu en fin de parcours celui de la défense des droits de l'homme ? Nul doute, en effet, que les débats suscités par la protection des droits de la personne soient aujourd'hui au cœur de la plupart des problèmes de société et même en train de se substituer au débat politique. Même si, dans de nombreux pays, ces questions restent totalement ignorées. Les Nations Unies en ont fait le centre d'intérêt de tous les sommets qui se sont tenus ces dernières années sur des thèmes spécifiques. L'environnement à Rio, la population au Caire, la cohésion sociale à Copenhague, les femmes à Pékin ou l'urbanisme et la ville à Istanbul. La prévalence ainsi accordée aux droits de l'homme dans le discours et le militantisme pourrait même faire oublier que des institutions démocratiques peuvent seules garantir un environnement favorable au respect des droits de l'homme. Sans doute faut-il voir une réponse concrète aux exactions perpétrées au nom d'idéologies extrêmes, fondées sur la haine et le mépris de l'autre. La démocratie reste en effet une idée trop abstraite, qui ne permet pas d'appréhender toutes les situations et donner à chaque individu la possibilité de se défendre contre les menaces de toutes sortes qui pèsent sur sa liberté et sa dignité. Le souci de se placer du point de vue de la personne en tant qu'individu explique que les ONG exercent un rôle prédominant. En effet, il s'agit le plus souvent de regrouper ou d'exprimer des intérêts insuffisamment organisés et représentés face aux instances traditionnelles ou officielles. C'est aux droits de l'homme dits de la première génération, essentiellement des droits civils et politiques, que l'on s'est attaché en priorité à donner un contenu concret. Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme donne une large définition des droits humains, c'est aux droits civils et politiques que l'on a longtemps donné la priorité. Les démocraties occidentales ont ainsi imposé leur propre conception, inspirée du libéralisme politique du XXe siècle. L'inclusion des droits socio-économiques, notamment droit à la santé, au travail, au logement, a permis d'élargir le concept et le contenu des droits humains et de répondre à des situations nouvelles auxquelles certaines catégories de population sont plus particulièrement confrontées. Plus que tout autre, les droits en matière de santé revêtent une importance particulière, qui ne cesse d'ailleurs de grandir. Il n'y a pas lieu de s'en étonner. La santé, la sienne propre et celle de ses proches, étant pour chacun le bien le plus précieux. Le serment d'Hippocrate, auquel se réfèrent encore les médecins, traduit l'idée que le médecin a des obligations particulières vis-à-vis de ses malades, leur reconnaissant ainsi des droits spécifiques. Je pense notamment à ceux qui découlent du secret professionnel auquel sont tenus les médecins dans la plupart des pays.
Témoignage également de l'attention portée aux malades, le fait que traditionnellement ils bénéficient d'un minimum d'assistance et de soins, alors que les pauvres ne peuvent que faire appel à la charité. Cette disparité s'affirme encore davantage aujourd'hui, puisqu'il est généralement admis, du moins en Europe, que les malades privés de ressources non seulement ont droit, mais qu'ils ne doivent pas être victimes de discrimination en la matière. Paradoxalement, les mêmes, après avoir bénéficié de soins très coûteux, seront abandonnés à eux-mêmes, parfois même sans domicile en sortant de l'hôpital. J'observe également qu'en France, la seule exception en faveur des étrangers sans papier pour échapper à une éventuelle expulsion concerne les malades, dont l'État nécessite des soins qu'ils ne pourraient recevoir dans leur pays. Les progrès de la médecine et le coût qu'elle entraîne, loin de freiner cette approche, l'a au contraire confortée. En effet, il est d'autant moins acceptable de priver certains de la possibilité de se soigner que les possibilités offertes par la médecine en termes d'espérance de vie sont plus importantes et que le coût en est si élevé qu'en tout état de cause, les particuliers doivent nécessairement être couverts par des systèmes d'assurance publique ou privée. Les années 70 ont été l'âge d'or de la médecine. En quelques années, elle avait progressé plus que dans les millénaires passés. Elle paraissait avoir maîtrisé, du moins dans les pays industrialisés, les plus graves problèmes de santé ou être en voie d'y parvenir. Certes, l'augmentation des dépenses d'une médecine de plus en plus sophistiquée et les obstacles encore énormes du tiers-monde pour triompher des grandes endémies et réaliser l'objectif fixé à Alma-Ata de santé pour tous en l'an 2000 tempéraient cet optimisme. Mais c'est l'apparition du sida qui a subitement remis en cause toutes les certitudes. Elle a fait revivre toutes les grandes peurs que suscitait jadis la peste, le choléra ou la tuberculose. En cette fin de XXe siècle, certains ont commencé à réagir comme en plein Moyen-Âge. Il a fallu des outrages, des humiliations vis-à-vis des malades pour que les malades eux-mêmes et les associations de malades, ceux qui les prenaient en charge, médecins, infirmières, travailleurs sociaux, fassent appel à la raison et la générosité pour que ces attitudes soient dénoncées. Il a fallu que les droits fondamentaux de ces malades soient menacés pour que se pose avec autant d'acuité le problème de leur protection. L'existence éventuelle contradiction entre, d'une part, les exigences de la santé publique, destinées à protéger la collectivité plus que les malades, à titre individuel, et d'autre part, le respect des droits et libertés individuelles n'est pas une situation nouvelle propre au sida. Mais pour la première, sans doute, en matière de santé publique, l'environnement particulier du sida a conduit les malades et les médecins à être particulièrement attentifs au respect des droits individuels des malades. Dans le même temps, le recours à certaines thérapeutiques soulevait pour les médecins des problèmes éthiques que les décideurs politiques ne pouvaient plus ignorer. Qu'il s'agisse de l'utilisation médicale des données informatiques, des greffes d'organes, des conditions de prélèvement sur les donneurs ou d'attribution aux receveurs, de la procréation médicale, de la médecine prédictive, voire des conséquences de l'acharnement thérapeutique, autant de problèmes qui mettent en cause les droits de la personne et le respect de leur dignité. Certaines de ces questions restent encore des tabous ou leur gravité volontairement sous-estimée. Je pense notamment aux conséquences de la médecine préventive. Mais d'ores et déjà, l'on peut espérer que la démarche initiée par un institut comme le vôtre, tendant à associer la protection des droits de l'homme à toute initiative en matière de santé, a porté ses fruits. Dans ce bref exposé, j'ai été amenée à faire un choix parmi les nombreuses questions que j'aurais souhaité évoquer. J'ai seulement voulu montrer l'étendue des problèmes posés par la problématique santé et droits humains, qui reste encore très largement à découvrir. Comme je l'ai souligné, le sida, les personnes atteintes et leurs proches nous ont obligés à avoir un autre regard et d'autres pratiques. Leurs souffrances et leurs combats, les victoires qu'ils ont d'ores et déjà remportées sont des acquis pour tous. Ce n'est plus seulement la maladie qui est prise en compte, mais la personne. La femme, l'homme ou l'enfant concernés dans la plénitude de ces droits dont nous avons conscience que la société doit se sentir responsable. Il reste encore beaucoup à faire pour que l'idée en soit admise, encore plus pour qu'elle soit consacrée dans les faits. J'ai d'ailleurs conscience en disant cela que pour des milliards d'êtres humains, tout reste à faire. Boston, le 2 octobre 1996. Merci.